Le rappel des titres à bientôt 13h dans LCI Midi, 3e jour d'action pour les gilets jaunes. Mais les cibles changent. Plusieurs dépôts de carburant sont bloqués à cette heure dans le pays, même si on est loin en l'état d'un risque de pénurie. Et même si la mobilisation est moins forte comparée à celle de samedi et à celle d'hier, sauf peut-être si les routiers sont décidés aussi à s'y mettre. À cette heure, les grandes fédérations restent en retrait. Ce sont plus les indépendants qui seraient prêts à se mobiliser. Quant au gouvernement, il reste ce lundi, pour l'instant, très silencieux sur le fond de ce sujet. Notez que Laurent Wauquiez sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. Côté incident, parce qu'il y en a des incidents, il y a encore eu plusieurs blessés, dont un grave dans la Drôme. Tôt ce matin, 14 personnes ont été grièvement touchées depuis samedi. 150 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début de cette mobilisation. Autre titre du jour, le cas Carlos Ghosn, coup de tonnerre. Il a été arrêté. Le PDG de Renault va être entendu par la justice japonaise. Cela concerne ses fonctions chez Nissan. Il est suspecté d'avoir sous-évalué sa propre rémunération. On parle d'un montant de 38 millions d'euros. Le cours de Renault s'est effondré à la bourse de Paris. Et puis grand froid et chute de neige cet après-midi sur l'est de la France. Il pleut sur le pourtour méditerranéen. Seules les régions en bordure de l'Atlantique profiteront du soleil. Il fait froid, partout accentué par une légère bise, les températures entre 2 et 15 degrés. Nous continuons à parler de la mobilisation des Gilets jaunes. Jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où ira cette colère qui s'exprime toujours à l'heure où on se parle sur le terrain pour la 3e journée de suite? Je vous présente notre plateau dans un instant, mais d'abord une image, peut-être symbole de ce qui se passe en ce moment sur le terrain, celle de Bordeaux, qui a été un point très critique dans la matinée, puisque pour la 3e matinée de suite, le pont d'Aquitaine a été bloqué. Les principaux axes routiers, vous le voyez, les images de l'hélicoptère TF1 et LCI sont saturés ou étaient saturés selon les endroits, et on voit énormément de camions sur ces axes. C'est aussi le lundi. Certains ont repris la route ce matin après avoir fait une pause pendant le week-end. Alors, sont-ils bloqués comme les autres automobilistes ou sont-ils finalement solidaires de ce mouvement? C'est l'une des questions qu'on se posera ensemble dans un instant. Nous quittons l'Aquitaine, nous allons dans le sud-est, précisément à Avignon, où vous vous trouvez, Antoine Bordarias, pour LCI. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'état de la mobilisation chez vous? Il y avait plusieurs péages qui ont été bloqués dans le secteur ces dernières heures. Exactement, et on se retrouve actuellement avec Quentin Rossu au péage d'Avignon Nord, juste avant la zone commerciale du Pontet qui a été bloquée pendant tout ce week-end et encore aujourd'hui. Vous le voyez derrière moi, sur le rond-point, derrière moi, une cinquantaine de gilets jaunes et une autre cinquantaine, regardez, de ce côté, sur les images de Quentin Rossi, qui sont toujours mobilisés. La seule chose qui a changé ce lundi, eh bien, c'est ce que vous voyez à l'image, ces gendarmes mobiles qui, à cause de la fin de l'arrêté préfectoral, ont dû sortir, extraire ces gilets jaunes de ce rond-point. Ça ne les a pas empêchés de partir. Un peu plus tôt, il y a quelque chose d'un peu particulier qui s'est passé sur ce rond-point. Ces gilets jaunes ont négocié directement avec les gendarmes pour pouvoir revenir réinvestir le rond-point pendant un quart d'heure pour arrêter la circulation. Et ça vient juste d'arriver il y a quelques minutes. Il y a des camions qui passent de temps en temps, qui soutiennent les gilets jaunes, qui font exprès de s'arrêter, de ralentir, pour essayer de bloquer un petit peu la circulation. Vous le voyez en tout cas, le week-end, la mobilisation après ce week-end n'est pas du tout finie dans le Vaucluse. Tout le monde reste très mobilisé ici au Pontet, à Avignon Sud ou encore à Orange ou à Cavaillon. N'hésitez pas à revenir vers nous, évidemment, si ça bouge de votre côté dans le Vaucluse. Antoine Bourdarias, merci beaucoup. L'une des équipes d'LCI déployées sur le terrain. Il y a des blocages un peu partout. Je vous présente notre plateau, en plus de François-Xavier Pietri et de Julien Arnaud, que vous connaissez maintenant par cœur. Valéran de Saint-Just est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau exécutif du Conseil national du Rassemblement national. Joachim Sonforger est là également, député La République En Marche, représentant des Français de l'étranger. Bonjour à vous. Et Cédric Guémy, porte-parole du collectif des Gilets jaunes du Val-de-Marne, est également sur ce plateau. Bonjour. Je commence par vous. Jusqu'à quand? Merci. Jusqu'à temps qu'on soit réellement entendu. C'est-à-dire la suspension des taxes, la fin de ces taxes supplémentaires annoncées, c'est ça que ça veut dire? Oui, enfin, en fait, ce qu'on a proposé, c'est d'unifier un peu le mouvement. Et ce matin, sur votre plateau et mon collègue qui passait après, on demande effectivement un rendez-vous avec que M. Édouard Philippe reçoive une délégation des Gilets jaunes. Et les routiers, vous leur dites quoi? Entrez dans la danse? Rejoignez-nous. Comment? Rejoignez-nous? Rejoignez-nous. Ouais. Et c'est entendu ça sur le terrain ou pas? Parce que pour l'instant, ça ne semble pas spectaculaire. On parle beaucoup des indépendants. Non, effectivement, ça ne l'est pas encore. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les principaux syndicats de routiers n'ont pas encore parlé. Les indépendants, oui, sont avec nous. On l'a vu aussi également ce week-end. Joachim Sonforger, qu'est-ce que vous répondez à Cédric Guémy?
Moi, je suis tout à fait bienveillant vis-à-vis du mouvement parce que il se trouve que Alors, pour... à la République en marche, tout le non, monde est bienveillant. écoutez. Encore faut-il Vous êtes bienveillant, vous nous écoutez, mais il n'y a pas Attendez. Moi, il se trouve que comme vous le savez, je suis en campagne pour la délégation générale d'En Marche. Il se trouve dans ce contexte-là que j'ai commencé en fin de semaine dernière des déplacements. Je suis allé chez moi en Haute-Marne, où je suis originaire. J'ai passé plus d'une dizaine de barrages de gilets jaunes toute la journée dans toute la Haute-Marne, un département que connaît bien M. de Saint-Just, puisque vous faites là-bas des scores importants. Et j'ai parlé aux gens, je suis allé parler à vos équipes, j'ai passé du temps avec eux, et en fait, je retiendrai plusieurs choses. D'une part, un petit mot aux familles concernées pour le drame de l'accident grave à Saint-Dizier. J'étais moi-même à Saint-Dizier à 22h, 22h30, je suis passé par là-bas. Bon. Ce que j'ai retenu, c'est que j'ai vu des gens d'une extrême sincérité qui se renseignaient, qui savaient les tenants aboutissants, comment ils pouvaient faire mieux, même pour la transition écologique, et qui disaient, moi, on aimerait avoir un peu une feuille de route plus claire pour ne pas avoir l'impression d'être la variable d'ajustement. Oui. Les gens savaient très bien ce qu'ils disaient. J'ai eu des gens qui étaient étonnamment très au courant, voire mieux que moi, sur les questions de biocarburants, sur les questions d'autres choses, on pourrait citer. Joachim Son-Forger, quelle conclusion vous tirez de tout ça ? C'est pas inquiétant, monsieur, c'est naturel, c'est normal. Si les gens se renseignent, c'est un échange. Le député, il n'est pas là pour donner des ordres à la population, il est là pour parler avec la population. Donc moi, j'ai entendu ces gens, ils m'ont dit des choses intéressantes. Je leur ai promis de les faire remonter pour celles que je trouvais intéressantes. Et je pense qu'il y a en effet des choses où on peut continuer de lever des obstacles, mais néanmoins, il faut le faire aussi avec une perspective qui est celle globale. Tous les gens ont été concernés. La transition écologique, elle doit continuer de concerner tout le monde. Ça nécessite des efforts. Mais là, ça nécessite que ce soit pas toujours une partie des gens. J'entends votre constat. Ça, je l'entends. J'entends votre constat, mais écoutons Nicolas Dupont-Aignan sur ce sujet. Il était face à Adrien Gindre hier sur ce plateau sur LCI. Écoutez ce qu'il dit de ce qui se passe en ce moment en France. Parce que ce ne sont pas des manifestants, j'allais dire, habituels. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont écœurés par l'injustice. Et ce qui est terrible, vous voyez, dans ce qui se passe, c'est que ça fait des années que j'alerte, et ce n'est pas que de ce gouvernement. C'est que l'injustice, quand elle se prolonge, elle mène au désordre. Et nous sommes dans une phase, je pense, vraiment pré-révolutionnaire. Vous êtes responsable de mettre la France dans une phase pré-révolutionnaire, Joachim Son-Forger ? Moi, je crois être ce que je suis, c'est-à-dire à l'image des gens que j'ai rencontrés. Les gens que j'ai rencontrés dans mes villages, dans les endroits où j'ai passé ma vie, mon enfance. J'ai parlé avec eux. Je vous dis à nouveau, je ne suis pas là pour... Moi, je ne suis pas là pour être le spécialiste. Je ne suis pas là pour être... si il y a un monsieur qui me dit qu'il connaît mieux que moi la question du bioéthanol, je suis là pour... Vous êtes député de la République En Marche. Écoutez, je suis là pour... Vous savez mes sujets spécialités, je travaille sur des questions diplomatiques difficiles, des questions de défense difficiles, mais par contre, quand je vais voir les gens, je les écoute. Qu'est-ce qu'on a fait avec En Marche ? On a écouté les gens, et à partir de là, on en a pris la leçon pour faire mieux pour eux. C'est exactement ce que je fais, et ce que je continue de faire avec vous, monsieur. Je continue de le faire. Mais je continue de le faire. J'ai écouté, j'ai entendu des choses très intéressantes. Valéran de Saint-Just, s'il vous plaît. Je vous dis lesquelles après, on peut échanger. Monsieur le député, vous avez dit que vous aviez trouvé de la sincérité chez les militants des Gilets jaunes. On peut trouver de la sincérité chez vous, certainement, mais ce n'est pas tellement la question. Vous êtes le représentant aujourd'hui du pouvoir, puisque vous êtes député de la République En Marche. Et on est obligé de vous dire que il y a des choses quand même... C'est un mouvement qui est tout nouveau, qui part entièrement de la base. Il est même plus nouveau que celui des bonnets rouges, qui était dirigé quand même par certaines personnes, un maire breton d'une ville. Donc là, franchement, pour être pédant, c'est sui generis. Bon. Pourquoi est-ce qu'un mouvement comme ça, extraordinairement rare, très difficile à organiser, pourquoi est-ce qu'il prend autant d'ampleur ? C'est ça la question que vous devez vous poser. Alors je crois, moi, que... Et vous souhaitez qu'elle prenne encore plus d'ampleur avec les routiers, par exemple, qui s'en mêlent ? Écoutez, nous ne sommes pas l'origine de ce mouvement. Ah oui, mais alors ça, M. Valéran de Saint-Just, tout le monde nous le dit ça, mais tout le monde va dans les cortèges et tout le monde en profite un peu de ce mouvement dans l'opposition. Non, chacun ses responsabilités. Nous sommes un mouvement politique et nous agissons comme mouvement politique. Et il y a des syndicats, ils ne font rien. Là, il y a ce mouvement qui a jailli de la base, eh bien, nous sommes solidaires avec lui, mais nous ne lui donnerons pas de conseils ou de recommandations. Ce qu'on peut simplement constater, c'est que vous donnez comme raison aux taxations supplémentaires
des raisons de transition écologique. On peut en douter. On peut dire que vous avez besoin de combler des trous que vous avez creusés dans les recettes de l'État et que ce n'est pas la véritable raison. Supposons que ce soit la véritable raison. Vous vous débrouillez extraordinairement mal. Votre méthode est très très mauvaise. Je m'adresse à vous, c'est un peu un vous de majesté. Hein. Votre méthode est extrêmement mauvaise. Elle est mélangée de l'arrogance du président de la République qui a utilisé des mots depuis des mois extraordinairement malheureux comme illettré, alcoolique, il y en a d'autres qui ont parlé de lépreux. Tout ça, les gens les ressentent profondément. C'est couplé avec la destruction, il faut bien le dire, depuis de très nombreuses années, c'est vrai, mais que vous avez accéléré ou que vous maintenez des services publics dans la France périphérique. Je vous interromps un instant parce qu'on va voir une image du chef de l'État, vous en parlez justement. Oui. Le chef de l'État, on attend qu'il parle. Depuis samedi, il n'a rien dit. Regardez, ça se passe. Pour l'instant, il s'exprime. Il est en Belgique, Julien Arnaud. Le Premier ministre Charles Michel. Il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup, c'était prévu. Il est aux côtés de Charles Michel, le Premier ministre belge, et il répondra tout à l'heure à des questions. On écoutera parce qu'il sera peut-être interpellé sur cette question des Gilets jaunes. Pour l'instant, il n'a pas dit un mot. Non, il n'a pas dit un mot. Samedi, silence depuis ce week-end pour Emmanuel Macron. Mais effectivement, quand on regardait ces blocages au rond-point ou dans les cortèges, on voyait que c'était Macron qui était Emmanuel Macron démission, c'est ce qu'on a pu lire. Et tout à l'heure, vous disiez, monsieur, on a envie d'être reçu par Édouard Philippe à Matignon, mais finalement, est-ce que c'est pas à Emmanuel Macron que vous vous adressez, que vous avez envie de dire des choses, ou que vous attendez quelque chose, ou finalement vous dites, fini? Pourquoi non, s'il veut s'en aller, qu'il s'en aille. Hein. De toute façon, ça pourra pas. Fini le dialogue, c'est impossible. C'est un dialogue de Pardonnez-moi, Cédric Guimard, il y a la démocratie. Oui. En France, on a voté. C'est pour ça que je dis, s'il veut partir, qu'il s'en aille. Non, fini le dialogue, non, justement. La raison pour laquelle on souhaite, plusieurs personnes issues de ce mouvement souhaitent l'unifier, justement, c'est pour continuer à dialoguer. Mais sauf qu'on ne sait pas avec qui on dialogue. On parle à qui chez les Gilets jaunes? C'est la raison pour laquelle, encore ce matin, sur votre plateau, et avec mon collègue qui est passé juste après moi, on cherche à se réunir, à s'unifier pour pouvoir être reçu par M. Édouard Philippe. Parce que M. de Rugy, lui, pas de son, plus d'image. La question est pour demander quoi, François-Xavier Pietri? Vous êtes reçu demain par le président de la République ou par le Premier ministre. Vous lui demandez quoi concrètement? Nous lui présenterons les doléances des Gilets jaunes. Alors, je ne parle pas effectivement de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui pourrait être juste en fait une résultante de ce mouvement. Mais le gel des taxes, par exemple. Vous avez vu comme moi qu'il y a une élection partielle qui vient d'arriver en mettant largement en tête un candidat à la République En Marche. Dans les Sodes, c'est pour la succession de Manuel Valls, il y a eu à peine 20%. Un candidat à la République En Marche qui de surcroît n'est pas quelqu'un connu du grand public, qui devance largement... Joachim Sonneforger, on se demande ce que peut faire le gouvernement aujourd'hui. Il y a eu des propositions la semaine dernière, on les a entendues, on les a détaillées ici dans LCI Midi. Que fait le gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je réponds à monsieur qui veut dissoudre l'Assemblée nationale. Combien de parlementaires sont venus vous parler? Beaucoup. Nous sommes beaucoup à monsieur Joachim Sonneforger, vous nous dites que vous parlez. Moi, je vous demande quelle solution vous apportez maintenant. Bien sûr qu'on parle. Mais attendez. Qu'est-ce qu'on fait de plus ou de moins, en l'occurrence? Je ne sais pas. Les demandes sont multiples dans ce qui est, dans ce qui est là. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce que j'ai retenu, moi, de mes échanges avec les Gilets jaunes, c'est des gens qui sont autant conscients que moi et que le président et que le gouvernement, la nécessité de la transition écologique. Et laissez-moi terminer, monsieur. La transition écologique. Le souci des peuples, nous, on l'a, monsieur. Moi, je viens d'Haute-Marne, j'étais hier sur la tombe du général de Gaulle. Je sais que votre famille n'a pas grande estime pour le général de Gaulle, mais sachez que moi, j'en ai. Et j'ai de l'estime pour sa méthode. J'ai de l'estime pour la méthode qu'il avait pour les peuples. Et j'ai la même méthode que j'ai avec vous, messieurs. Oui. Je suis allé voir les Gilets jaunes. J'ai retenu des choses intéressantes. Le général de Gaulle avait le souci de la justice sociale. Exactement. Et de s'adresser Il avait même prévu l'intéressement des employés aux entreprises avant de céder le pouvoir à Valéry Giscard d'Estaing. Rappelez-vous. Monsieur le député. Ne convoquez pas. Je ne suis pas dans les hautes sphères. Je ne suis pas dans les hautes sphères. J'ai passé 2 jours. J'ai passé 2 jours entre le Nord, la Côte d'Or, dans des exploitations agricoles, en Haute-Marne, dans des petites villes, dans des petits villages, à rencontrer ces messieurs. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai entendu des choses. Je vais les faire remonter. Qu'est-ce que c'est? Le peuple français avec ses élites. Je crois plutôt qu'il a réussi à les exaspérer, à exaspérer le peuple contre ses élites. Moi, je suis heureux de ces rencontres. Il devrait tout reprendre depuis le début. Ces 18 mois, c'était catastrophique. J'essaie à mon échange de continuer cette écoute, monsieur. Vous avez mis dans la rue des gens qui ont manifesté pour la première fois. Ah oui. Mais donc je vais les voir.
Oui, mais ça change quoi d'aller les voir? Alors vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on ne vous parle pas, qu'on s'insulte réciproquement? Non, pas du tout. C'est pas ça. Moi j'ai entendu des choses. Vous avez entendu ça dans mes propos? J'ai entendu des choses. Avez-vous entendu ça dans mes propos? Vous avez dit que vous voulez des sous l'Assemblée nationale. C'est pas très élégant comme mode de discussion. Moi j'ai encore une question si vous voulez bien. Il est bientôt 13h15. Si vous nous rejoignez, on suit toujours l'évolution de ce mouvement des Gilets jaunes. Et je dis évolution en vous livrant cette information. LCI, nous sommes donc lundi, 3e jour d'action des Gilets jaunes. 8000 Gilets jaunes mobilisés dans toute la France. Ça peut vous paraître beaucoup, je ne sais pas, Cédric Guémy. Ça peut paraître aussi peu. Est-ce que finalement, au bout de 3 jours, 8000 Gilets jaunes, aujourd'hui, la fièvre n'est pas déjà en train de retomber? Non, la fièvre ne retombe pas. La preuve en est, le mouvement de samedi a mis beaucoup plus de gens dans la rue. Là, vous près de avez 300 000 samedi. Aujourd'hui, nous sommes à 8 000. samedi. Ça serait même presque près de... Là, vous avez 300 000 selon les chiffres officiels, en tout cas. Là, vous avez des gens, aujourd'hui, demain, qui sont obligés d'aller travailler. Parce que, alors, si en plus, on ne peut pas aller travailler, forcément, ça sera encore de l'argent en moins. Et donc, je ne vous dis pas pour remplir les véhicules de gasoil. Rendez-vous samedi prochain. Ce n'est pas. Mais la question, c'est est-ce que ça fait pas pchit finalement? Est-ce que c'était pas un mouvement de colère qui s'est exprimé une fois? Valéran de Saint-Just. C'est pour ça qu'on souhaite unifier le mouvement pour dialoguer. Les bonnets rouges, hein. Madame Kosciusko-Morizet. Attendez. Valéran de Saint-Just et après Monsieur. Les bonnets rouges, qui étaient plus organisés, ont eu un effet considérable. Là, il me paraît normal que le lundi matin, le mouvement, on verra samedi prochain avec votre nouvel appel de venir à Paris, mais il est normal que les gens, parce que ce ne sont pas des professionnels justement, ce ne sont pas des syndicalistes, ce ne sont pas des gens habitués, c'est de cela dont vous, mais encore une fois monsieur, je ne vous prends pas à partie, parce que c'est vrai que dans la Haute-Marne, vous faites un travail peut-être près de vos administrés, mais que les hautes sphères de votre gouvernement doivent absolument se rendre compte. Vous voyez, ce que tous les Français voient, ou j'imagine, c'est que M. Macron, M. Philippe, ils sont hors sol, ils sont dans une bulle. On a l'impression que M. Griveaux, M. Philippe, ça fait des années qu'ils n'ont plus jamais conduit une voiture automobile. Ils ne savent pas ce que c'est que de faire un plein. Ils n'ont jamais une angoisse de fin de mois. On a cette impression. Ça, c'est la musique de la France des villes contre la France des champs, si je caricature. Christophe Guillouis en ce moment, qui est un géographe assez brillante d'ailleurs, et il parle d'un... Mais c'est ça qui se passe. Joachim Son-Forger, vous êtes la France des villes face à la France des champs, permettez-moi de dire ça comme ça. Je corrige pour mes deux collègues, l'un LR et l'un à La République En Marche de Haute-Marne. Je ne suis pas mes administrés, ce sont mes proches, ce sont ma famille. Vous êtes élu des Français de l'étranger. Mais d'accord, mais est-ce que vous représentez la France des villes face à la France des champs que vous ne comprendriez? Parce qu'on a tous des racines, qu'on soit de la ville, qu'on soit de l'étranger, on a un intérêt pour la chose française. Moi, j'ai entendu des choses intéressantes qui me font dire que ce que ces gens veulent, c'est de la visibilité. Les automobiles, ce sont souvent, comme me l'a dit un ami distributeur, grand distributeur, ce sont des cycles longs. Ces cycles longs, parce que les gens n'ont pas les moyens de se racheter des voitures tous les 4 matins. Donc, pour répondre à ces cycles longs, tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés veulent jouer le jeu de la transition écologique. Donc, soit il faut entendre leur grogne et il faut leur donner des trajectoires, avec éviter les changements de redirection. Un jour le diesel, le lendemain c'est pas le diesel. Je comprends, mais ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit pour le chauffage au fioul, on vous explique qu'on a une trajectoire pour aller vers une disparition de ce chauffage individuel. On devra le faire aussi, par exemple, pour l'électrique demain. Il y a beaucoup de gens, y compris dans les grands distributeurs, qui ne peuvent pas vous dire si c'est moins polluant de faire plus de bioéthanol, moins de bioéthanol, plus de diesel, moins de plus d'électrique. Donc, donner le tout électrique. Ce qu'il faut, et on peut penser qu'il se trompe gravement. Allez-y, parce que les réponses concrètes, je pense que Cédric Guémy les attend. Continuez bien sûr de vous écouter, mais ce qu'il faut, pour cette question de l'automobile, par exemple, c'est un dialogue important. On écoute Emmanuel Macron depuis la Belgique, Joachim Son-Forger, on écoute le chef de l'État qui répond aux questions en Belgique. Une opinion vis-à-vis des pays qui ont des objections à signer le pacte des Nations Unies pour la migration. D'abord, je veux rappeler la nature de ce pacte. Ce pacte des Nations Unies pour la migration est un pacte non contraignant qui est une étape importante à mes yeux dans le cadre de la coopération internationale sur ce sujet avec lequel nous vivons aujourd'hui, dont nous voyons chaque jour les conséquences, et avec lequel nous continuerons à vivre. Et je le dis ici, l'Europe n'a qu'une part très marginale de ce que sont les migrations internationales, y compris lorsqu'on parle des migrations africaines, dont l'écrasante majorité sont des migrations intra-africaines, et qui touchent plus encore le sud de l'Afrique qu'elles ne touchent l'Europe.
Donc le sujet des migrations internationales est un sujet extrêmement important. C'est une réalité de notre monde. Il se nourrit des inégalités profondes de celui-ci, et qu'il y ait une discussion, un partenariat, une meilleure coopération internationale sur ce sujet est une bonne chose. La démarche des Nations Unies est donc louable, souhaitable, et le texte non engageant et non contraignant juridiquement auquel cette négociation a abouti est, je considère, un bon texte, parce qu'il permet d'améliorer la coopération, et il donne d'ailleurs des lignes de solutions reposant sur un meilleur partenariat en matière de développement économique et éducatif, en matière de sécurité, un meilleur partenariat en termes aussi de coopération entre les pays d'origine, de transit et d'arrivée, et surtout un meilleur partenariat en termes de lutte contre les réseaux de trafiquants, est exactement au cœur de la stratégie européenne que nous déployons. Pour toutes ces raisons, la France le soutient clairement. Il y a ensuite des débats qui existent en Europe. Je pense que ces débats sont légitimes. Je suis confiant sur l'issue qu'ils trouveront, et j'attire l'attention de chacun sur parfois les contre-vérités qui peuvent être dites sur ce traité, sur ce texte, parce qu'il est justement non engageant, parce qu'il ne s'agit pas d'un traité contraignant, et parce qu'il me semble que les solutions qu'il propose vont exactement dans la direction à la fois des valeurs de l'Europe et des intérêts de l'Europe. Autre question. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président, Arthur Barda du Figaro pour la presse française. Il y a un mouvement qui concerne nos deux pays, qui est celui des Gilets jaunes. Monsieur le Président, il y a eu un mort et plusieurs centaines de blessés ce week-end en France, dont un grave encore cette nuit. Pourtant, vous êtes resté silencieux. Les mesures d'aide annoncées aux Français ne semblent pas les satisfaire. Alors, pourquoi est-ce que vous refusez d'aller plus loin? Et est-ce que vous envisagez de réunir les syndicats lors d'une conférence écologique et sociale? Et j'ajoute une deuxième question. On vient d'apprendre que l'emblématique patron Carlos Ghosn avait été arrêté au Japon ce matin pour des soupçons de malversation. Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle et est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de Renault? Merci. Bon, sur la première question, sauf à ce que j'ai manqué une actualité au cœur de la réalité de la société belge, je n'ai pas totalement le sentiment qu'elle relève en effet du cadre de cette visite, ni de la règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas, surtout quelques heures après l'expression du Premier ministre. Je répondrai en temps voulu, mais ça n'est pas le lieu aujourd'hui. Sur la deuxième question, comme là il s'agit d'un sujet qui touche en particulier le Japon et la France, je dirais simplement très clairement que il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'État, en tant qu'actionnaire, sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Et avec celui-ci, évidemment, à la stabilité nécessaire pour l'ensemble des salariés du groupe, auquel je veux ici dire que l'État actionnaire assurera justement tout son soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Emmanuel Macron choisit donc de ne pas réagir. Il refuse de répondre depuis la Belgique à une question sur le mouvement des Gilets jaunes. J'y répondrai le temps voulu, en temps voulu. Cédric Guémy, comment vous interprétez? J'aurais pu vous le prédire qu'il n'allait pas vous répondre. Il y a une règle qui s'est fixée, c'est qu'il ne répond pas aux questions domestiques lorsqu'il est en déplacement à l'étranger. J'aurais pu vous donner la réponse. Cédric Guémy, comment est-ce que vous interprétez ce refus de répondre? Le Premier ministre qui gouverne. C'est désopilant et moi ce qui m'inquiète... C'est le respect des institutions, ça. Je vous ai laissé parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Ce que je trouve désopilant dans cette histoire, c'est que le mouvement, tant qu'il n'est pas unifié, en plus, risque de se durcir. Et si demain, il y a déjà eu des incidents graves, mais si, par la non-réponse de ce gouvernement, si demain, il y a des incidents encore plus graves, ça sera difficile, mais plus nombreux, ce sera la faute de ce gouvernement. Monsieur, c'est une menace. Vous êtes en train d'accuser le gouvernement d'être responsable. Je ne menace personne, je dis que l'organisation du mouvement. Vous ne répondez pas. Moi, je suis disposé à entendre, comme je dis, mais vous devez être responsable aussi. Vous êtes disposé à nous écouter, mais c'est tout ce que vous faites. Vous devez être responsable de votre... Moi, le nombre m'importe peu, que vous soyez 8 000, 250 000, je vous écouterai. Par contre, il faut... Il faut qu'on fasse attention globalement. Je viens de vous donner une idée que je trouve très concrète. Pour cette question de l'automobile... Non, et le chef de l'État qui ne répond pas, il est très attendu. Depuis samedi, personne ne parle. Vous m'avez pris sur votre plateau, c'est pour que je vous réponde. Moi, je vous réponds. Je vous dis, pour cette question de l'automobile... Franchement, c'est une des choses qui concernent les gens dans cette histoire. Moi, je vous dis pour ça, il faut
il faut pouvoir répondre aux gens sur des cycles longs qui ne soient pas la variable justement. Valérie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une discussion entre gouvernement et constructeurs pour avoir une vision à long terme de où Valérie on veut engager les gens pour la transition écologique, y compris dans l'automobile et l'énergie. Valérie de Saint-Just. Sur la non-réponse du chef de l'État. Oui, et puis sur ce qu'a dit mon voisin, je crois, monsieur, qu'un gouvernement, quel qu'il soit, doit avoir en premier, comme surtout en France, où est un pays un peu difficile à ce sujet-là, la paix sociale. Voilà. Que vous conceviez que ces gilets jaunes exagèrent ou pas, vous devez constater, un gouvernement doit constater qu'il y a un mouvement de la base qui comporte notamment un nombre important de risques. Vous devez avoir comme sujet principal dans la tête la paix sociale, et il faut que ce gouvernement réponde d'urgence de façon à ce que la paix sociale, vous savez, ils ont appelé à venir à Paris. Moi, j'ai été très frappé par le fait que plusieurs milliers de gilets jaunes aient approché à moins de 100 mètres de l'Élysée samedi soir. C'est très rarement arrivé. Je ne sais pas si la police, M. Castaner a fait vraiment son travail, si la police a été débordée, mais samedi, si vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas encadrées par un parti politique ou par un syndicat, etc., la paix sociale de notre pays peut être menacée, et vous devriez y faire beaucoup plus attention. Merci Valérie de Saint-Just. Merci beaucoup Joachim Son-Forget. Vous restez avec nous, Cédric Guémy. Je crois qu'on a encore besoin de vous. LCI Midi reste au plus près de ce qui se passe sur le terrain. 8000, c'est une information LCI, 8000 gilets jaunes mobilisés ce lundi. C'est beaucoup moins que samedi. Le mouvement est-il en train de s'essouffler? On s'interrogera, même si vous nous avez déjà en partie répondu, Cédric Guémy. On se demandera aussi si les routiers sont prêts eux aussi à s'en mêler. A tout de suite.